vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous demandez à votre enfant de parler moins fort et là, il parle encore plus fort. Vous insistez, il finit par crier et là, vous avez l'impression qu'absolument rien ne fonctionne, que quoi que vous fassiez, ça empire et ça continue d'empirer. C'est ce que vivait une maman avant de prendre rendez-vous avec moi. Quand un enfant parle trop fort et que c'est pire encore quand il est frustré, il y a souvent deux situations différentes qui vont appeler deux types de réponses différentes. Il va falloir distinguer, premier cas, quand l'enfant parle fort même sans être frustré, et deuxième cas, quand l'enfant parle fort, voire crie, parce qu'il ne se sent pas écouté et que la frustration, la colère explose. Si on confond ces situations, on se retrouve dans une impasse. Et c'est ça que vivait cette maman qui m'expliquait que son enfant parlait naturellement assez fort et que c'était vraiment problématique à chaque fois qu'il était frustré. Elle n'arrêtait pas de lui dire de parler moins fort, de ne pas crier, et il n'y avait rien qui changeait. Ces deux cas de figure, parler fort naturellement et parler fort ou crier quand on est frustré, il faut vraiment les distinguer pour aider l'enfant à développer pas à pas de vraies capacités de régulation. Dans un cas, la capacité à réguler le volume de sa voix, dans l'autre cas, c'est réguler son émotion qui est déterminant. Si à chaque fois que mon enfant est hors de lui, sous le coup de ses émotions, je le reprends sur le volume sonore, au mieux, rien va changer. Au pire, ça va mettre de l'huile sur le feu et le faire crier encore plus. Tout l'inverse de ce qu'on veut. Donc dans cette vidéo, je vais détailler ce que vous pouvez faire dans chacun de ces cas de figure pour obtenir davantage de résultats que si vous faisiez cette espèce de tir groupé. Alors, on commence avec le premier, c'est-à-dire quand l'enfant parle fort mais sans être frustré. Dans ce cas, l'enfant n'ajuste pas encore, le volume de sa voix au contexte. Dans cette situation, il n'est pas en colère, il n'y a pas d'émotion forte qui est en jeu. Il sait simplement pas encore moduler sa voix selon l'environnement, la distance avec son interlocuteur. L'objectif dans ce cas, ça va être de l'aider à repérer et ajuster son volume de voix sans le corriger en permanence ni faire des reproches. Qu'est-ce qui aide vraiment dans ce cas? Première piste, on peut créer des repères clairs, concrets. Par exemple, en prenant une échelle imagée des voix, avec l'exemple que je propose souvent à partir des animaux de la basse-cour. Le coq, c'est très fort, le chat, c'est la voix normale, la voix de conversation, la petite souris, c'est la toute petite voix presque secrète. L'idée, c'est pas de demander tout le temps la voix de la petite souris, elle est souvent trop difficile à tenir, mais de faciliter la capacité de l'enfant à réajuster avec votre aide au début. En grandissant, ils sont de mieux en mieux capables de se réguler d'eux-mêmes. Deuxième piste, on va valoriser à fond dès que l'enfant descend d'un cran, même si ça dure que quelques secondes. C'est vraiment le but de réussir, même si c'est un peu fugace au début. Le fait que l'enfant réussisse à baisser le volume, ça montre que votre intervention, elle est déjà efficace. C'est pas un échec. Si ça remonte dans les décibels, dans les quelques secondes qui suivent, c'est un apprentissage. On vise avant tout la capacité à moduler en conscience comme on chercherait à développer un muscle. Et c'est déjà plus important qu'on ne le croit quand l'enfant arrive à se réajuster à notre signal. Donc si déjà vos interventions, elles n'entraînent pas d'opposition de l'enfant, elles ne déclenchent pas de comportement de défiance ou de provocation, par exemple quand l'enfant fait exprès de parler fort à 5 cm de vos oreilles, déjà là, c'est une étape qui mérite vraiment d'être célébrée. Troisième piste, pour continuer dans la progression, on peut introduire un geste silencieux par exemple. Après avoir nommé la voix, par exemple la voix de chat, on peut ajouter un pouce levé, un V de la victoire, un signe que vous auriez convenu ensemble. Ce geste-là, il va servir à rediriger sans interrompre, ni vous ni l'enfant, ça c'est pratique et efficace. Rappeler sans parler, on évite toute tentation de glisser sur une leçon de morale, un rappel à l'ordre qui serait un peu trop marqué ou des reproches. Et ça va capter l'attention de l'enfant sans l'exposer au regard des autres avec un petit côté de connivence. Petit à petit, le geste il devient un code partagé, plus discret et plus efficace surtout que les rappels verbaux répétés. Vous avez de moins en moins besoin de vous interrompre. Il y a de la connivence qui crée un sentiment précieux de connexion et à partir de là, le temps devient souvent votre meilleur allié. Votre enfant va continuer de progresser avec de plus en plus de facilité et de plus en plus d'autonomie au fil des semaines. Donc voilà comment faire quand l'enfant parle fort mais sans qu'une émotion entre en jeu. On va passer au deuxième cas de figure. C'est le cas de figure où l'enfant crie parce qu'il ne se sent pas écouté. Et ici, c'est la frustration ou la colère qui sont en cause. Ce n'est pas un problème de volume de voix, mais un problème de régulation émotionnelle, de volume émotionnel. L'enfant crie parce que
il n'a pas été entendu et la colère a gagné en intensité. Crier, voire taper, ça devient sa tentative, certes maladroite mais compréhensible, de résoudre son problème. Ici, l'objectif, ce sera de l'aider à comprendre ce qui se passe en lui, reconnaître quand la colère grossit et trouver une autre stratégie que le cri pour réussir par être entendu. Donc on commence par la première piste. À froid, on va agir de façon un peu plus formelle pour développer les compétences émotionnelles. Avant de demander à l'enfant de faire autrement, il faut commencer par lui donner des repères, idéalement qu'ils soient des repères visuels. Par exemple, on peut expliquer que les émotions, elles peuvent être petites, moyennes ou grosses. On peut utiliser une image de flacon ou de bocal qui se remplit d'une jauge comme sur le compteur de vitesse qui va de petite frustration à grosse colère. Et ça va nous permettre de montrer que plus l'émotion est forte, plus elle donne envie de crier ou taper. Et on peut l'illustrer avec des exemples du quotidien, y compris ceux des adultes, pour normaliser ce qui se passe. Quand j'arrive pas à ouvrir le pot de cornichon, ça me fait une toute petite colère. Je râle un peu, je bougonne là. Mais quand quelqu'un m'ignore alors que je lui parle, ça me fait une moyenne grosse colère qui va me donner un peu plus envie de parler fort à mesure que la colère monte. L'important, c'est avant tout de montrer qu'il y a une gradation de l'intensité de la colère qui va de pair avec une gradation des réactions que ça entraîne. Les petites colères, elles font bouder, faire la moue, faire la tête. Et les grosses colères, elles entraînent des réactions plus intenses, crier, taper, prendre de force. Le message clé qu'on transmet à l'enfant à ce moment-là, c'est ce que tu ressens est normal, c'est pas toi le problème, mais la colère qui te joue des tours. C'est ça que j'appelle normaliser. C'est passer de ne crie pas quand tu es fâché, c'est la règle, pour passer à quand tu es fâché, ça va te donner envie de crier. Ta mission, c'est de trouver comment dire, comment laisser sortir, exprimer ta colère en respectant de plus en plus souvent la règle de ne pas crier. Ce distinguo, il les aide beaucoup parce que c'est pas qu'ils veulent pas respecter la règle et qu'ils crient, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas encore à cause de l'intensité de l'émotion. Et c'est en grandissant, avec l'aide soutenante des parents, qu'on arrive à pas laisser les émotions prendre tout le temps le commande de nos mains pour les faire taper, de notre voix pour la faire crier, etc. Ensuite, la deuxième piste, c'est à chaud, cette idée de passer sous la surface de l'eau. Quand l'enfant crie, l'intervention la plus efficace, elle consiste à reconnaître ce qui se cache derrière son comportement. C'est l'idée de la partie immergée de l'iceberg, ce qui se cache sous la surface visible du comportement. La partie visible, je devrais dire audible ici, la partie visible du comportement, c'est le volume de la voix, les cris. La partie cachée, immergée, c'est la colère qui induit, qui entraîne ces cris. Passer sous la surface de l'eau, c'est intervenir à chaud d'une façon qui vient parler, connecter, non pas à la partie visible du comportement, les cris qui nous posent problème, mais plutôt connecter avec ce qui se cache derrière. Ici, la frustration, la colère. Donc pour passer sous la surface de l'eau, on peut dire par exemple, tu avais une grosse colère parce que tu ne te sentais pas écouté, ou tu as dit stop plusieurs fois à ton petit frère et ça n'a pas marché. En reconnaissant ça, on capte son attention et on connecte avec l'enfant. C'est seulement à partir de là qu'un changement devient possible. Pourquoi ? D'abord, c'est tout simple et mécanique, d'abord on gagne en efficacité, ne serait-ce qu'en évitant de mettre de l'huile sur le feu. Ça évite l'escalade des comportements, ça calme le jeu. Et c'est aussi parce qu'on agit à un endroit plus efficace, non pas la simple connaissance de la règle. Un enfant de plus de 4-5 ans, il le sait déjà parfaitement, mais plutôt sur la capacité à respecter cette règle, même sous le coup de leurs émotions. Et enfin, il y a une troisième piste qui est possible à partir de là. À froid, on va proposer une mission simple et concrète. Donc ici, plutôt que de dire « il ne faut pas crier, combien de fois faudra-t-il que je te le rappelle ?» on va proposer une mission alternative. Par exemple, quand tu sens que la colère grossit et que tu as envie de crier, viens me chercher, je t'aiderai. C'est pas si facile, mais pour les grands, ça c'est un peu plus accessible. Au début, l'enfant, il viendra souvent. Il va tout le temps nous solliciter. C'est pas un problème, on a déjà transformé un comportement de débordement en un comportement de demande d'aide. Donc chaque fois qu'il va réussir, on va le féliciter pour commencer.
On souligne qu'il a réussi sa mission et on peut proposer d'aider à aller parler aux autres si c'est nécessaire, si ça peut aider pour la frustration ou un conflit. On peut installer des codes qui seraient partagés dans la fratrie. Pour les situations entre enfants, on peut aussi introduire un code verbal ou gestuel qui veut dire ça ne me convient pas. Un signal que tout le monde doit respecter, les enfants comme les adultes. Ce genre de code, ça permet d'éviter l'escalade, de rendre la règle plus collective et de soutenir l'enfant qui a du mal à se faire entendre. Donc au lieu de répéter que crier c'est pas bien, on agit sur ce qui manque à l'enfant, des repères pour ajuster sa voix, des outils pour comprendre ses émotions et des stratégies alternatives, des plans B à chaque fois que la frustration déborde. C'est comme ça que l'enfant il développe progressivement de vraies capacités de régulation, des capacités durables et en même temps qui tiennent compte de son tempérament parce que souvent dans 99% des cas, derrière un enfant qui parle trop fort, il n'y a pas un problème de comportement. Il y a plutôt une compétence qui est encore en train de se construire. Et notre rôle, c'est pas seulement de faire baisser le volume, c'est d'aider l'enfant à développer ce qui lui manque pour pouvoir y arriver. Et c'est exactement ça que je fais avec les parents que j'accompagne, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas juste à corriger ce qui pose problème, on cherche déjà à comprendre ce qui se joue derrière, et ça vraiment, ça change tout. Ça aide pour agir de façon beaucoup plus efficace, plus apaisée, et puis pour avoir des résultats qui sont plus durables dans le temps. Je vous dis à bientôt pour la prochaine question de parents, et si vous avez parfois ce décalage qu'on peut ressentir entre ce que vous savez, la théorie et ce que vous arrivez à faire au quotidien, c'est exactement pour ça que j'ai créé la communauté PAISI, la communauté des parents paisibles.